Donc, la thématique que m'a proposée Florence, c'est l'impact des pratiques agricoles sur le réservoir en eau utilisable des sols et les relations entre flux d'eau verte, flux d'eau bleue et fonctionnement des sols. Donc, j'ai préparé cet exposé. J'ai mis en co-auteur mon collègue Olivier Théron du LAE de Colmar et Grégory Obiandong, qui désormais travaille au CGDD, mais qui avant était en thèse avec nous et qui a beaucoup travaillé sur ces relations synergiques ou antagonismes entre flux d'eau verte et flux d'eau bleue. Alors, par contre, ça ne marche pas. Ah voilà. Alors, de quoi me propose de vous parler? Eh bien, deux grandes parties. Une première partie sur le fameux réservoir en eau utilisable. Ah, mais peut-être que comme ça, vous m'entendez mieux. Qui a des... Excusez-moi, j'avais mis le micro dessus de mes oreilles. Qui a, vous le verrez, des définitions variées, du rôle de la matière organique, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur le RU, et puis de quelques cartes que je vous présenterai qui sont mobilisables sur votre territoire ou plus largement. Et puis ensuite, des relations entre les flux d'eau verte et les flux d'eau bleue et d'une méthode d'évaluation en zone de grande culture et de l'effet de pratique agricole sur ces relations. Alors, pour commencer, ah oui, donc la première partie va être fortement inspirée des travaux d'une ANR qui s'intitule Rue des sols que j'ai eu la chance de coordonner ces dernières années. Et puis la seconde partie, elle s'inspire beaucoup de l'étude EFES, écosystème agricole, et de la thèse de Grégory Obiandong. Alors, vous l'avez entendu, je dis le RU, le réservoir en eau utilisable, le réservoir utilisable, et non pas la RU, la réserve utile. Vous allez voir pour quelles raisons j'emploie ce vocable. Ce n'est pas juste une lubie de chercheur, mais il y a une véritable volonté de faire coller la sémantique à l'acception réelle du concept. Alors, vous imaginez un sol complètement saturé en eau. Lorsque ce sol est laissé en fonctionnement naturel, eh bien, par gravité, il va se drainer jusqu'à ce que les forces de capillarité s'équilibrent avec les forces de gravité, ce qui est l'état que l'on qualifie de capacité au champ. Et puis, le sol va continuer à sécher, et donc par évaporation, mais aussi parce que les plantes vont prélever de l'eau. Et les plantes vont prélever de l'eau jusqu'à un état que l'on appelle le point de flétrissement permanent, c'est-à-dire l'état en deçà duquel les forces de rétention de l'eau dans le sol sont trop importantes pour que la succion de la plante puisse lutter contre. Et donc, le réservoir utilisable, eh bien, c'est cette quantité d'eau qui est retenue entre ces deux états, cet état de capacité au champ et cet état de flétrissement permanent. Et donc, c'est la quantité d'eau maximale que le sol peut stocker et restituer aux plantes. Alors, c'est une caractéristique qui est fortement dépendante du sol, puisque vous le voyez ici, c'est la partie en verte qui est représentée sur ce graphique où on a la teneur en eau volumique en abscisse et puis des éléments de texture du sol en ordonnée. Bien sûr, le RE est maximal pour des situations à des textures un peu plutôt intermédiaires. Il est assez faible en milieu sableux puisque le drainage est très important. Et puis, il y a beaucoup d'eau en sol argileux, mais beaucoup d'eau qui n'est pas complètement accessible aux plantes. Alors, comment on évalue ce réservoir, cette quantité d'eau maximale que le sol peut stocker et que je vais appeler désormais le réservoir utilisable maximal? Eh bien, on a des approches de laboratoire. On peut mesurer la teneur en eau à la capacité au champ et la teneur en eau au point de flétrissement permanent par des appareils que l'on appelle des presses à membrane de Richards. Et vous avez ici une courbe en fonction de la profondeur de ces deux valeurs sur un sol de texture plutôt fine du site d'Avignon. Alors, évidemment, en laboratoire, on fixe des bornes pour ces valeurs de capacité au champ et de point de flétrissement permanent. Donc, la communauté scientifique s'accorde sur l'idée que la capacité au champ, c'est de l'ordre de moins 10 kPa, moins 100 hectopascales, PF2, dans toutes les façons d'exprimer les termes. Et puis, le point de flétrissement permanent, c'est plutôt ce qu'on appelle le PF4.2, donc c'est plutôt aux alentours de moins 1500 kPa. Alors, cette capacité au champ à PF2, à l'international, vous la trouvez des fois à PF2,5, mais on préfère en France la positionner en PF2 de façon à ne pas surestimer artificiellement le réservoir en eau utilisable et donc surestimer artificiellement les besoins en irrigation. On peut l'estimer aussi par ce qu'on appelle des fonctions de pédotransfert, c'est-à-dire des petits modèles mathématiques qui vont nous permettre de calculer ces valeurs à partir d'éléments qu'on a facilement dans les bases de données, telles que la teneur en argile ou la teneur en carbone, par exemple.
Mais le RU, c'est aussi une affaire de la plante, bien sûr, puisque je vous l'ai dit, c'est la quantité que la plante va vouloir prélever. Alors, déjà, elle ne prélève pas forcément complètement jusqu'au point de flétrissement permanent, et puis surtout, elle prélève en fonction de sa dynamique d'enracinement, et donc toute la quantité d'eau disponible dans le sol n'est pas accessible à la plante. Il y a un autre effet qui est celui que je vous présente ici sur des graphiques proposés par Arvalis. Vous avez ici un blé qui a été cultivé pendant une année. On a reporté la mesure au champ de la teneur en eau à la capacité au champ, et puis on a reporté cette courbe rouge qui est ici la quantité d'eau, qui est ici la teneur en eau du sol au moment de la sénescence de la culture. Et donc on considère que la quantité d'eau que le... Ah, alors ça, c'est pas moi. J'ai pas d'iPhone. Je ne sais pas ce qui se passe, que la quantité d'eau accessible que la plante a réellement utilisée, eh bien, c'est cette valeur en bleu. Et si on prend sur le même sol une autre année avec une autre culture, vous voyez que la quantité d'eau réellement utilisée par la culture est un peu moindre. Parce que bien sûr, la culture, elle ne va pas exploiter tout ça, à la fois parce qu'elle ne va pas toujours au point de flétrissement permanent, et puis à la fois parce que sa dynamique d'enracinement est variée. Alors, on peut estimer aussi cette quantité d'eau utilisée par la plante à partir de suivi de terrain où on va regarder ces deux éléments, la quantité d'eau prélevée au point de sénescence, la capacité au champ, et puis on peut l'évaluer aussi par inversion d'un modèle de culture où on va renseigner le modèle par des données mesurées sur le terrain de teneur en eau, et puis on va se dire, je vais le faire fonctionner en inverse pour calculer mon RU. Donc, vous voyez, on a finalement 4 approches, et si on les superpose pour un même sol, eh bien, vous voyez qu'on obtient des réservoirs en eau utilisable assez variés. Si on se fixe à peu près à 180 mm, vous voyez qu'on a une évaluation qui varie de à peu près 180 jusqu'à 350. Alors, inutile de vous dire que si vous êtes un agriculteur, vous n'êtes pas rassuré avec l'idée qu'on a un RU évalué à plus ou moins quelques tours d'eau. Alors, en fait, ce n'est pas complètement une difficulté, c'est lié au fait qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes concepts. Si l'on considère des mesures en laboratoire, des suivis au champ, des fonctions de pédotransfert et de l'inversion de modèle, bien déjà, ce qui nous sépare ces approches, ce sont d'une part de la mesure et des expérimentations, mais surtout, c'est le fait que quand on est dans une approche que je vais qualifier de sol, de réservoir en eau maximale, on s'intéresse à un système à l'équilibre qu'on a mis à l'équilibre dans des systèmes de laboratoire, et le réservoir est fixé par la profondeur du sol. En revanche, quand on fait des suivis au champ ou de l'inversion de modèle, on s'intéresse à la plante. On a donc des systèmes hors équilibre qui sont dépendants de la dynamique des apports d'eau par pluie et irrigation, et puis de l'évaporation. Et puis, la taille du réservoir, elle est fixée, je vous l'ai dit, par la dynamique de la profondeur d'enracinement. Donc, à gauche, le RU, c'est bien cette quantité d'eau que le sol peut stocker et restituer aux plantes. C'est donc bien une potentialité du milieu pour une culture donnée. Alors que sur la droite, ce qu'on appelle le RU, en réalité, c'est plutôt une quantité d'eau que les plantes utilisent. C'est donc le paramètre d'un modèle qui décrit la capacité réelle du milieu. Alors, on n'est pas rassuré par les acceptions anglo-saxonnes. Les anglo-saxons parlent assez indistinctement de AWC, Available Water Content, ou Available Water Capacity. Donc, vous voyez déjà une confusion entre teneur en eau et capacité. Et puis, les agronomes parlent plutôt de la Total Transpirable Soil Water ou de la Plant Available Water Content. Et finalement, c'est ce que je vous ai illustré sur ce graphique. Le pédologue, il va considérer la teneur en eau au point de flétrissement permanent, qui n'est pas forcément cette crop lower limit, qui est la donnée que l'on utilise pour calculer ça, et qui est un peu différente du point de flétrissement. Alors, ces différences de concept, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est important pour vous qui manipulez des modèles et qui les renseignez. Et donc, la question, elle est fondamentale de savoir si on s'intéresse à une capacité totale de l'écosystème sur lequel on travaille, ou bien sur la dynamique de la réserve que la plante peut mobiliser. Alors, quand on parle de réservoir en eau utilisable, souvent on se dit chouette, chouette, on va incorporer de la matière organique parce que vous le savez, dans la matière organique en général, c'est tout bon. Est-ce que vraiment ça augmente le RU? Alors effectivement, la matière organique, et puis j'imagine que Lionel en a parlé abondamment auparavant, ça augmente la porosité totale, ça stimule l'activité biologique, ça améliore de façon générale les propriétés physiques du sol, dont la capacité du sol à laisser s'écouler l'eau. En conséquence,
ça favorise l'infiltration, l'aération, ça limite l'érosion par des effets de mulch notamment, ça limite l'anoxie. Mais ça n'augmente que de façon extrêmement limitée le réservoir utilisable pour la raison suivante. Vous avez ici deux courbes qui vous représentent la teneur en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement permanent en fonction de la teneur en carbone. Bien, vous voyez que quand on augmente la teneur en carbone, effectivement, on augmente un peu les courbes. Donc ici, sur cette texture moyenne, de façon très limitée, mais surtout, vous voyez que le différentiel entre les deux n'évolue pas. Alors, on peut le modérer un petit peu, bien sûr, pour les types de sols. En texture sableuse, tout le temps, quand on augmente la teneur en carbone, on augmente le RU. Mais ce n'est pas vrai pour les autres textures. Ça, ce sont des données assez anciennes qui font plutôt consensus dans la littérature internationale, mais qui semblent être mises en brèche de façon extrêmement récente par des travaux américains qui sont en cours de publication et qui montreraient un effet bénéfique sur le réservoir utilisable, à la fois de l'augmentation de la teneur en carbone et du travail du sol. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas découpler les effets d'apport de la matière organique des effets réels conjugués par les pratiques agricoles. Voilà, et puis dernier point sur le RU, bien j'imagine que ça vous intéresse de savoir si on en a des cartes de ce réservoir en eau utilisable. Alors oui, le RU maximal, il existe depuis longtemps, depuis à peu près 2008. Il a été évalué à partir de la base de données des sols au millionième, la base de données géographique des sols de France, laquelle ne contient que des données qualitatives. Donc, on les transforme en données quantitatives par des règles de pédotransfert et puis ensuite, on les transforme en évaluation du RU par des fonctions de pédotransfert. Alors, si vous regardez cette carte dans le détail, on ne va pas le faire ici, mais si vous vous focalisez sur votre région, vous risquez d'être un petit peu surpris, voire choqué de l'évaluation du RU, qui n'est pas tout à fait raisonnable à certains endroits, en raison du fait qu'on n'utilise que des données qualitatives et puis qu'on utilise une base de données très grossière. Alors, bien sûr, on a fait mieux depuis, en particulier grâce au programme Global Soil Map, qui est un programme mondial qui vise à produire sur l'ensemble des terres émergées une évaluation des propriétés du sol à la résolution de 90 mètres avec les incertitudes associées. Et donc ce RU, on l'évalue toujours par des fonctions de pédotransfert, mais sur des profondeurs de 2 mètres et pour des couches qui vont aller de 5 cm en surface à peu près à 1 mètre en profondeur. Et donc, l'idée, c'est de substituer aux approches pédologiques classiques qui comportent souvent des noms de sol et des caractéristiques qualitatives, eh bien, des caractéristiques quantitatives. L'idée, c'est que si on est un modélisateur qui a besoin d'une couche sol, ben, finalement, le brunisol le brunisol lessivé, je dis un nom au hasard, c'est beaucoup moins informatif que la quantité d'argile et la teneur en matière organique. Donc, c'est l'ambition de Global Soil Map. Et donc, vous voyez qu'on a une très forte résolution et surtout, on a les incertitudes. Alors, on peut mobiliser la fonction de pédotransfert de Almajou, mais ne plus l'appliquer sur la carte du millionnaire et sur la carte format global sur MAM. Vous voyez qu'on a désormais une carte beaucoup plus précise, mais surtout qu'on y a les valeurs minimales et maximales associées pour chaque couche. Et donc, au final, c'est un travail qui a été conduit par Mercedes Romando Barco, cofinancé par l'ADEME et le programme Rue des Sols. Mercedes, elle a proposé une carte qui est disponible à la résolution de 90 mètres sur l'ensemble du territoire national avec ses incertitudes associées, ce qui est tout à fait utilisable, notamment en modélisation. Voilà la fin de ma première partie. Alors, peut-être je me déconnecte, je me reconnecte pour enlever cette tache verte là qui est apparue, je ne sais pourquoi. Donc, je vais couper le partage et je vais le remettre immédiatement. Est-ce que ça va nous résoudre le problème? Ça ne me gênait pas beaucoup. Hein, mais... Ça vous gênait pas? Je voyais non. que ça en fait. Ah oui. Pour ça. On la voyait, mais ça. Vous le voyez. Voilà. Voilà, brièvement brossé. Voilà, elle est partie effectivement. Brièvement brossé quelques éléments que je souhaitais partager avec vous sur le RU. Alors, évidemment, il y a plein d'autres choses à dire. On pourra discuter après. Hein. Je vous propose une seconde partie, sauf si vous préférez discuter maintenant, Florence. Ouais, je préfère qu'on continue, comme ça, on saura combien de temps on a pour la discussion.
Ok, d'accord. Oui, on va jusqu'au bout. Donc, une seconde partie, je vous l'ai dit, où l'idée, c'est de travailler sur les flux d'eau verte et les flux d'eau bleue, comment les sols interviennent là-dedans et qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors, je me propose de m'appuyer ici sur les travaux de la thèse de Grégory Biandon, qui a été soutenue en 2021 et qui s'intéressait aux services écosystémiques en lien avec le fonctionnement du sol. Et donc, il s'est intéressé à 6 services écosystémiques, notamment ces 2-ci sur lesquels je vais faire un focus spécifique pour vous, pour l'Agence de l'eau. Donc, la production agricole. Et donc, comment a été évaluée cette production agricole? Globalement, on a mobilisé le modèle STIX, le modèle de culture STIX, pour évaluer des indicateurs de tous ces services. Et donc, la production agricole, on a dit que c'était un service qui produisait un avantage pour l'agriculteur et pour les sociétés humaines de général. Donc, les avantages, bien, c'est les revenus issus de la vente de la production, c'est l'usage de la production pour la consommation alimentaire des sociétés humaines, et on l'a évalué en calculant les sources d'énergie à base de biomasse. La fourniture en azote aux plantes, ben, c'est un service qui est rendu à l'agriculteur, qui lui procure l'avantage d'une économie en intrants azotés d'origine minérale pour maintenir son niveau de production. Et on l'évalue de façon pas trop compliquée par la quantité d'azote minéral fournie par l'écosystème, donc en l'occurrence le sol, pendant le cycle de la culture. Alors, le flux qui nous intéresse beaucoup ici, c'est la fourniture en eau verte aux plantes cultivées, qui est un service fourni par l'agriculteur, qui en retire l'avantage d'une réduction de la quantité d'eau à apporter par irrigation pour maintenir son niveau de production. Et on l'a évalué dans ce projet par la quantité d'eau qui est restituée au sol pendant le cycle de la culture en fonction des besoins en évapotranspiration des cultures. Le stockage et la restitution d'eau bleue, donc ça, c'est un service qui est plutôt rendu aux communautés humaines, qui en retire le bénéfice d'un usage d'eau pour des activités diverses, agricoles, domestiques, industrielles ou récréatives. Et on l'a évalué par le rendement en eau annuel moyen. On a qualifié aussi la régulation de la qualité de l'eau, qui permet la préservation de la qualité chimique et écologique des eaux bleues, le bon état écologique des eaux bleues. Donc, je suppose que ce service vous intéresse particulièrement. Je ne vais pas le traiter aujourd'hui parce que c'était trop. Je me suis focalisée sur les aspects plus quantitatifs. Et le dernier aspect, pareil, d'intérêt pour vous, c'est la stabilisation du climat, favorable à la stabilisation des sociétés humaines que l'on évalue par la régulation du climat global et que l'on évalue par la variation annuelle relative du stock de carbone organique du sol. Alors, comment on a évalué l'ensemble de ces services? Eh bien, on a utilisé la méthode qui a été développée dans l'étude EFES écosystème agricole qui était pilotée par l'INRA et par l'étude 4 pour 1000 pilotée aussi par l'INRA. Et on a superposer différentes couches, donc les types de sols depuis la base au million, les paramètres climatiques de la baille safran, pour créer des unités dites pédoclimatiques, sur lesquelles on a superposé des séquences de culture pour créer des unités de simulation grande culture, sur lesquelles on a appliqué les pratiques agricoles, différents éléments des pratiques, la présence ou non de couverts intermédiaires, l'irrigation ou pas et la fertilisation. Et on a créé comme ça des superpositions et des situations de production en grande culture que l'on a simulé pendant 30 ans avec le modèle STIX. Alors, on va se focaliser exclusivement sur la partie nord de ce climat océanique dégradé parce que c'est l'emprise de votre bassin. Je pense que c'est vraiment ce qui vous intéresse. Et donc, je vais vous présenter des résultats qui sont des moyennes sur à peu près 15 300 situations de production. Donc, pendant 30 ans, on a fait tourner le modèle STIX sur chacune de ces situations de production. Et puis, on calcule la moyenne et l'écart type sur 30 ans. Et ensuite, on va prendre les moyennes sur chacune de ces situations de production et on va en faire une analyse par des arbres de régression multivariés. Alors, l'objectif, c'est d'identifier les déterminants principaux qui sont à l'origine des services qui sont rendus sur toutes ces situations, ces 15 300 situations de production. Et donc, on prend le jeu de données et l'arbre, la méthode de régression multivariée, nous classe nos situations de production en fonction d'un certain nombre de déterminants. Et donc, l'arbre est optimisé lorsque la séquence
des déterminants est la suivante. Donc, le premier effet fondamental, c'est la fréquence des couverts intermédiaires dans la rotation culturale. C'est ça qui va nous permettre de distinguer des empreintes de services écosystémiques sur des territoires. Le deuxième niveau, c'est celui du pH du sol, inférieur ou supérieur à 6,75. Et puis, quand on est dans des fréquences de couverts intermédiaires élevées, il y a un troisième niveau important, c'est la fréquence de la betterave dans la rotation, qui peut être élevée ou faible. Et donc, on a séparé comme ça nos 15 300 situations de production en identifiant donc les déterminants dont je viens de vous parler. Et vous voyez qu'on a des niveaux plus ou moins élevés de certains services. Donc, par exemple, pour les services qui vous intéressent, un niveau plutôt élevé de fourniture en eau verte et plutôt élevé de fourniture en eau bleue. Et puis, par contre, quand on suit ce chemin-là, une fourniture en eau bleue plutôt faible. Alors, on va débobiner ça de façon un peu plus précise en transformant juste ces indicateurs quantitatifs qui sont ceux-ci. Pour chaque feuille, on va regarder la distribution par des box plots. Alors, pour chacune de ces feuilles, donc de ces familles, on va regarder les valeurs médianes et la distribution pour chacun de ces différents services. Et puis, on va les confronter à cette courbe que vous avez ici en pointillé, qui sont les valeurs moyennes sur l'ensemble des 15 300 situations de production. Donc, je répète, ici, on a la valeur pour toutes les situations de production. Oh, pardon. Et puis, ici, vous avez la valeur pour la feuille. Donc, comment on lit ce graphique? Eh bien, on lit que sur cette feuille-ci, on a globalement une fourniture en eau verte qui est en moyenne plus faible que dans l'ensemble des situations de production. Et ici, on a une valeur de fourniture en eau bleue qui est en moyenne plus élevée que dans l'ensemble du bassin sur lequel on travaille. Et on constate que celui-ci est en moyenne plus faible et celui-ci est en moyenne plus élevée. Finalement, ces deux services fonctionnent de façon antagoniste. C'est-à-dire on diminue les flux d'eau et en même temps on augmente on diminue les flux d'eau bleue. Pardon, on diminue les flux d'eau verte et en même temps on augmente les flux d'eau bleue. Alors, sur quel territoire et quels sont les éléments caractéristiques de ces territoires? Donc, voici de nouveau mon arbre de régression avec les déterminants dont on a parlé, la fréquence des cultures, le pH du sol, la fréquence des betteraves. Et voici la distribution de mes 5 feuilles avec d'ailleurs la répartition spatiale de ces situations de production. Alors, on ne va bien sûr pas tout débobiner, mais on va se faire un petit focus sur eau verte, eau bleue. Donc, vous voyez que quand on a peu de cultures intermédiaires et puis des pH plutôt faibles, eh bien, on a cette situation avec des flux d'eau bleue qui sont plutôt supérieurs à ceux de la moyenne, des flux d'eau verte plutôt inférieurs. Et ça, ce sont la situation de rotation courte, plutôt des monocultures de maïs ou des rotations blé-colza, des fertilisations élevées, des sols plutôt alcalins calcaires et une faible réserve utile. Je fais un focus sur l'autre extrémité de l'arbre. Donc, on a des cultures intermédiaires nombreuses et fréquemment de la betterave et on a des pH plutôt faibles. Là, vous voyez qu'on a globalement une restitution d'eau à la culture qui est beaucoup supérieure à la restitution moyenne sur le bassin, mais qu'en revanche, on a peu de restitution d'eau bleue et donc probablement peu de recharge des nappes. Et donc ça correspond à des rotations courtes, plutôt longues. Oh là là, il y a une bourde là. Des rotations longues, bien sûr. Blé betterave avec une fréquence élevée de couvert intermédiaire, une fertilisation moyenne, des sols légèrement acides et un réservoir utilisable très élevé, ici supérieur à 200 mm. Alors, vous voyez un effet fort des systèmes du rôle des cultures intermédiaires et globalement, sur toutes les situations, on voit des antagonismes entre flux d'eau verte et flux d'eau bleue, certains étant plus élevés dans un cas, plus faibles dans l'autre. Et donc, la question, c'est est-ce que quand même, au-delà de cette analyse extrêmement intégrée du système, on ne peut pas imaginer d'aller vers des synergies, donc de promouvoir à la fois des flux d'eau verte pour la culture et de ne pas déprécier les recharges. Donc, pour traiter cette question, on a abandonné l'aspect spatial de cette étude et on a fait des évaluations localisées pour aller traiter des situations où on a des fréquences élevées, même des fréquences faibles. En fait, beaucoup dans les fréquences élevées, mais partout, il y a des antagonismes. Donc, on a fait des simulations locales sur lesquelles on a pris 3 types de sols avec 2 rotations, donc blé couvert maïs ou bien blé couvert betterave.
on a traité différents types de cultures intermédiaires, donc du raigrade d'Italie, de la moutarde, des mélanges d'espèces. Et ensuite, on a traité ces couverts intermédiaires avec différentes modalités de gestion, donc des résidus enfouis ou du mulch ou de l'exportation. Et donc, on a généré un système de simulation constitué de 3 types de sols, de 2 rotations froides, 3 espèces de cultures intermédiaires, et puis de 3 modes de gestion des résidus de culture. Et donc, on analyse nos 60 situations de production. Là, on n'a pas pris les situations avec irrigation parce que c'était trop compliqué à interpréter. On a fait nos simulations avec Stix sur 30 ans. Et ça nous génère donc sur 30 ans, eh bien, vous voyez la dynamique pour chaque situation de production. Ici, de la régulation du climat. Ici, de la dynamique de fréquence d'eau bleue. On ne va pas regarder ces courbes une par une. On va plutôt les regarder de façon conjointe. Donc, on va regarder ici, surtout sur cette situation, je mets en regard la restitution d'eau bleue et la régulation du climat global. Vous voyez que j'ai une diminution. Donc, ces 2 systèmes fonctionnent en antagonisme. Et je vais regarder comme ça tous les couples, eau verte, eau bleue, mais aussi climat global, production, etc. Et je vais les placer dans ce petit arbre. Quand il y a une marque rouge, eh bien, les 2 systèmes fonctionnent en antagonisme. Et quand il y a une marque bleue, les systèmes fonctionnent en synergie. Alors, voilà l'horrible schéma final, mais on va le regarder à la fois grossièrement et à la fois d'un peu près. Alors, première chose, vous avez donc, comment on lit ce graphique, vous avez ici, pour chaque ligne, vous avez mes 3 types de sols. Ici, vous avez le sol nu. Ce premier pavé, c'est le mélange d'espèces. Ce second pavé, c'est la moutarde. Ce troisième pavé, c'est le raie gras. Et puis, à chaque fois, je vais avoir le mulch, l'exportation des résidus, l'enfouissement, mulch, exportation, enfouissement, mulch, exportation, enfouissement. Et là, je vous montre l'exemple de la rotation blé-blé-betterave. Alors, et quand vous avez des cases blanches, eh bien, c'est que la relation n'est pas significative. Elle n'est ni tournée vers une synergie, ni tournée vers un antagonisme. Alors, la première chose que l'on voit sur ces graphiques, c'est que vous avez 2 grands groupes de services qui fonctionnent ensemble. Vous avez ces services qui sont là, vous voyez ces pavés qui sont presque toujours bleus, ici, là. C'est presque vrai partout. Ce sont les services de production agricole, d'eau verte, de fourniture en azote aux plantes et d'eau bleue. Et l'ensemble de ces services, assez fréquemment, fonctionnent en synergie. Et puis, vous avez un autre groupe qui est constitué de la régulation du climat et de la qualité de l'eau. C'est ce petit point-là. Et ces 2 services-là, vous le voyez, presque toujours également fonctionnent en synergie. Donc, on a ces 2 groupes qui sont plutôt synergiques et qui, entre eux, fonctionnent en antagonisme. Donc ça, c'est déjà une chose qui nous a fait progresser par rapport à tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut identifier des tas de situations où on a une synergie entre l'eau verte et l'eau bleue localement. Mais c'est quand même pas vrai partout. Donc, cette fameuse relation eau verte au bleu, c'est… attendez, je me concentre. C'est celui-ci, voilà, c'est ce petit carré-là. Donc, vous voyez que ce petit carré-là, il y a des tas de situations dans lesquelles il est en synergie, puis il y a quelques situations dans lesquelles on n'a pas forcément de relation franche, mais jamais elles ne sont en antagonisme. Et qu'est-ce qui est déterminant dans cette synergie entre le flux d'eau verte et le flux d'eau bleue? Eh bien, on constate que le mélange d'espèces, déjà, il entretient les synergies au fil du temps entre tous les services du groupe 1, mais il favorise aussi les synergies entre les flux d'eau verte et les flux d'eau bleue, ce qui n'est pas le cas pour les autres systèmes intermédiaires. Alors, on peut aller aussi plus précisément dans les modalités de gestion et vous voyez que dans le mélange d'espèces, c'est finalement la modalité mulch qui est la plus favorable. Alors, c'est un exercice de modélisation. Donc, bien sûr, ces résultats sont à confronter avec des données de terrain, mais ça nous donne des pistes pour aller identifier les situations d'intérêt peut-être sur lesquelles on pourrait, par exemple, financer des recherches spécifiques, des études spécifiques. Et puis, ce prototype de simulation, il est tel qu'on peut réaliser des simulations climat futur. Alors, on l'a fait. Elles sont en cours d'évaluation, donc je ne peux pas vous les montrer pour l'instant. On a beaucoup de situations qui vont se retrouver ni en synergie ni en antagonisme. Et donc, on débroussaille bien ça, on finalise la
la publication et puis je reviendrai vers vous si cela vous intéresse à cet égard. Alors, pour conclure, essayer de faire un petit peu le lien entre ces deux aspects vraiment un peu techniques sur le RU et puis un peu plus opérationnel sur les synergies, les antagonismes, eh bien, notre problème, c'est un petit peu toujours, vous le savez mieux que moi, le trop d'eau et le pas assez, c'est ce qui pose problème en agriculture dans le cadre du changement climatique. Donc, est-ce qu'on a des pistes pour quelques pratiques qui nous permettent d'optimiser l'utilisation de l'eau par la culture? La première chose, c'est déjà qu'on se rappelle que le réservoir utilisable, c'est un réservoir de Shaddock, donc il est versé. Donc, il peut se remplir, mais il se vide surtout tout le temps. Et le propos, c'est donc déjà de favoriser un réservoir de grande taille. Alors, on l'a vu, c'est assez subtil sur les matières organiques, mais par contre, il semblerait que promouvoir des cultures qui favorisent la structuration du sol, notamment en allongeant les rotations, en tout cas en favorisant la rotation, on est à peu près sûr que ça a des effets bénéfiques. La deuxième chose, c'est qu'il faut valoriser l'utilisation de l'eau sur toute la profondeur du réservoir. Donc, j'ai parlé des cultures, donc il faut promouvoir des cultures à enracinement profond et puis des associations à enracinement différencié. Et ce que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, c'est qu'on a aussi beaucoup de situations, on a des éléments grossiers dont bien souvent on néglige le potentiel de réserve, alors que si on tenait compte de ce potentiel de réservoir des cailloux, eh bien, on pourrait peut-être ajuster un peu plus finement nos pratiques d'irrigation. Il faut favoriser le remplissage du réservoir. Donc, bien sûr, limiter le ruissellement, apporter de l'eau au bon moment et puis ne pas négliger des apports par la profondeur. Disons que le RU, ce n'est pas tout, notamment sur des sols courts ou sur des sols à nappe alluviale ou à remontée marquée. L'eau, elle arrive aussi beaucoup par la profondeur. Et puis, c'est limiter les pertes en eau du réservoir, limiter l'évaporation, mais bien sûr, ne pas se retrouver non plus en situation d'hypoxie. Voilà la fin de mon exposé. Donc, le professeur Chadocco avait proposé d'autres modalités, mais elles sortent du champ de l'agronomie, donc je ne vais pas les commenter maintenant. Et je vais donc arrêter ici mon exposé en vous disant que si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis quelques références d'intérêt sur ces deux thématiques. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je me prête bien sûr à toutes vos questions.